Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 62e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 21 février 2022, une belle journée, pas de soleil, suite à une énorme tempête de neige en fin de semaine. Tristan, bonjour, bonsoir, comment ça va? Salut Marc, comment ça va? Ça va bien, toi? Y a-tu tombé pas mal de neige dans tes cantons de l'Est? Hey non, moi je suis, d'habitude c'est ici, des fois quand il va en tomber plus, à côté de la montagne, sur la montagne, puis là écoute, il y a rien ici, absolument rien, rien, je veux dire, il en est tombé un peu, mais pas grand chose là, ouais, écoute, moi contrairement, puis tu le sais un peu là, parce qu'on s'est vu, on s'est vu vendredi, puis je te l'ai dit que c'était quand même assez différent, mais ouais, j'écoute, ici c'est vraiment pas, c'est pas Winter Wonderland comme chez vous là. Hey, sérieux, c'est fou comment ça a tombé. Incroyable. Genre, ouais. Moi, dans ma tête, quand il pleuvait l'autre fois, j'étais comme ça, c'est fini, c'est le printemps qui revient. Yes, sir, on est prêt. Mais non, là, 2 jours back-à-back de grosse neige fluffy, puis en tout cas, c'était fun pour aller je pense pas qu'on a fini avec le froid non plus, là, si je comprends bien. Là. Non, il y a tout le temps un gros froid qui revient. Puis de toute façon, même si ça avait tout fondu au mois de mars, on se fait tout le temps réavoir par une grosse neige. Ouais, il y en a tout le temps une petite dernière qui vient nous écœurer un peu, là. À la dernière minute. Que voulez-vous? Patam, moi-tu un petit martini? On a... Ben, en fait, non, attends, un instant. Ah là, je suis surexcité, là. Vas-y, ouais, qu'est-ce que t'allais dire? Non, mais j'allais dire plein d'affaires. En fait, tous les mois allaient sortir en même temps. Dans le fond, là, aujourd'hui, c'est un épisode très spécial, encore une fois, puis pour une deuxième semaine de suite, on a un invité qu'on va vous présenter tantôt. Puis ça va être un excellent épisode. J'ai bien hâte de parler avec. Je vais faire une corrélation boiteuse, là, mais je tiens à dire qu'on est sur une lancée de 2 invités consécutifs, comme le Canadien est sur une lancée de 2 victoires consécutives. Ah. Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que je sais même pas si j'ai checké une période de hockey cette année. Hey, je peux te dire que je compte sur les doigts d'une main le nombre de matchs que j'ai regardés. Fait que c'est ça. Mais c'est ça pour dire qu'on s'éloigne. J'ai pas regardé grands événements non plus. Même les Olympiques, j'ai pas vraiment checké ça. C'est sûr que quand c'est en Chine, c'est un peu tough pour nous autres de regarder en direct. C'est ça. C'est exactement. J'avais enregistré. Le seul que je voulais voir, c'était le snowboard. Là, puis j'ai manqué 2 fois. Bon. Ouais, Paro, je l'ai manqué. Ben, en fait, je l'ai enregistré. Fait que non, j'ai manqué son slopestyle. J'ai juste vu le bigger. Mais bon, en tout cas. Okay. C'est ça. Fait que bref, là, attends un peu, là, t'as comme passé sous silence rapidement là, qu'on allait avoir, qu'on a un invité aujourd'hui. Là, non, pas sous silence, c'est la deuxième fois en 2 semaines. C'est on est sur une streak. On est bon. On garde un bon pace, ça va bien. Puis, je vais juste dire nos plateformes avant pour commencer. Ceux qui nous écoutent et qui veulent nous suivre sur les différentes plateformes, on est sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts et sur SoundCloud. On a notre compte Twitter qui est 2 martinis en lettres. Notre page Facebook Entre deux martinis, facile à trouver. Si vous voulez nous écrire pour poser des questions, participer, peu importe, des commentaires, nous suggérer des gins à essayer, c'est entre2martinis@gmail.com, entre 2 martinis, tout en lettres. Oui, monsieur. Fait que là, toi, là, aujourd'hui... Moi, j'ai pas de martini, et la raison étant... Que, en fait, j'ai rien à te faire découvrir, mais là, je vais y aller un morceau à la fois, parce que moi aussi, j'ai comme plein de mots que je veux dire en même temps. C'est que, là, j'ai pas de martini aujourd'hui, j'ai pas de gin, puis la raison est bien simple, puis je pense que ceux qui nous écoutent vont comprendre tantôt. C'est un podcast expérientiel aujourd'hui là, qu'on a. C'est vrai. C'est la première fois qu'on fait ça. Là. On va en parler un petit peu plus en détail tantôt, là, mais on va goûter à des choses. C'est vrai. C'est un podcast en 3D. C'est un podcast en 3D, là, tu sais. C'est comme un scratch and sniff dans le fond, mais podcast. C'est ça. C'est comme un genre, un peu un genre de metaverse. Ouais, fallait que tu le plugues. Mais d'ailleurs, tu vu ça? Tu peux acheter des maisons dans des terrains de l'immobilier dans le metaverse. C'est quand même débile. Non, ça j'ai pas vu ça. Et ça se vend aussi cher que dans la vraie vie. Ah, pour vrai?
Ouais, c'est pas de la fausse argent, vu que c'est dans le metaverse. Tu peux acheter en vrai cash, là, c'est sur le blockchain, c'est une histoire, là. Il y a une affaire qui s'appelle Decentraland, tu peux acheter, il y a Snoop Dogg qui a acheté un manoir là-dessus, puis là, il y a du monde qui ont spéculé puis qui ont acheté des terrains auto virtuels, genre. Ok. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Ok. Ouais. Non, il va y avoir une opportunité encore une fois, je pense. Bref. Publicitaire éventuellement, mais bon, c'est pas ça notre sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, bref, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, en fait, à cause de l'expérientiel qu'on allait vivre aujourd'hui. Ouais. Mais moi, j'en ai un gin, en fait, même si on vit une expérience aujourd'hui. Et puis, c'est pas un nouveau, par contre. Ah, mais je pensais que c'était une découverte. Non, pas une découverte. Ben, en fait, là, c'est un mix c'est le trésor numéro 13, encore, que j'ai déjà parlé. Mais je fais un statement ici, là. Je ne prendrai plus d'autres vermouths que le Noël Prate. Ah, ok, c'est ton nouveau... Il est tellement bon. Pour vrai, mais... il marie bien à merveille toutes les gins. Moi, je trouve qu'il fait des martinis incroyables. Il est comme parfait. Il n'y a pas un genre de vieux goût. Le fait qu'il soit extra sec, là, je trouve que ça va chercher le bon goût de la summer et tout. Puisqu'on est dans les confidences... Bon, quand je disais tantôt qu'on s'est vu vendredi dernier, alors je vais divulguer que tu m'as quand même concocté un martini rapidement, parce que je suis pas resté longtemps, mais non, c'est vrai, concocté rapidement un martini. C'est vrai. Parce que je suis vraiment venu en coup de vent, puis je suis reparti. Mais je dois dire que le Noël Prate est effectivement un choix de prédilection pour le vermouth dans les martinis. Puis oui, j'ai un message d'intérêt public aussi. Okay. Ça a l'air que les olives au avril sont back on the shelves. Les olives en saumure de sel de mer là, sont de retour. Fait que je vais aller bien vite m'en chercher un pot parce qu'ils sont excellents. Ça continue, après moi, tu vas avoir un code promo chez Avril pour le monde qui veut acheter des olives. J'espère. Mais bon, mais aujourd'hui, moi, il me semble que je filerais pour un petit verre de vino d'importation. Je sais pas toi. Ouais, écoute, j'imagine qu'à défaut d'avoir une transition qui avait de l'allure, c'est comme ça que t'as décidé d'introduire le sujet aujourd'hui. C'est un peu ça. Parce que... ben non, mais c'est parce que je savais pas comment l'amener, puis vous allez comprendre bien vite, car aujourd'hui, on reçoit Mélanie Da Silva Bessner, qui est gestionnaire de portefeuille pour une agence d'importation de vin qui est Roy et compagnie, donc qui va nous parler un petit peu de son travail, ce qu'elle fait. Puis en plus de ça, c'est pour ça que Tristan a parlé un petit peu plus tôt de sensoriel, c'est que la raison pourquoi Tristan est venu me voir vendredi, c'est qu'il m'a apporté une bouteille de vin que Mélanie lui avait donnée pour qu'on puisse déguster ensemble une bouteille de vin, en fait, sur le podcast, et puis qu'elle nous parle un petit peu de sa job, ce qu'elle fait et tout. Fait que ça va être assez intéressant. Je sais pas si t'avais quelque chose de Tristan à rajouter avant qu'on invite Mélanie. Non, moi, je sans plus tarder, je pense que je l'accueillerai. Moi, j'ai beaucoup de questions, puis j'ai hâte de goûter au vin aussi. Fait que, écoute, on va l'accueillir avec nous. Vas-y, Mélanie, tu peux ouvrir ton micro, puis être avec nous. Donc, bonjour, comment ça va? Bonjour à vous deux, ça va très bien. Merci de l'invitation. C'est une première pour moi, donc bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Excellent. Yes. On était Quand vous avez commencé à parler de hockey, vous m'avez fait peur un peu, par contre, là, parce que là, c'est pas ma force. Ah, tu pensais que t'étais pas à la bonne place, hein? Non, c'est ça. Dans la poche bleue. Podcast, là. Ouais, c'est pas Maxime Lapierre puis Guillaume Latendresse qui sont là. Non, vraiment pas. Non, puis de toute façon, moi non plus, je connais rien là-dedans. Fait que, all good. T'es safe avec nous autres. Exact. Je pense que vous vous connaissez, vous, dans la vraie vie, en plus. Oui, Mélanie est une amie que je connais depuis longtemps, puis ça fait quand même, fais juste me dire, ça fait combien de temps que tu travailles dans le vin, Mélanie? Ça, c'est ce que j'essaie de me souvenir, là, mais... je peux comme pas répondre à ça, parce que ça va pas vraiment me rajeunir. Mais ça, c'est pas grave. Écoute, 2008, 2008. En sortant de l'école de sommellerie, je te dirais, là, c'est là que j'ai commencé vraiment à travailler temps plein. Ouais, puis c'est quand même un certain temps. C'est juste drôle parce que tu as travaillé à la SAQ, si je me trompe pas. Oui.
Fait que, tu sais, moi, ce qui a été très drôle, Marc-Antoine, c'est que dans des fois où j'ai croisé Mélanie, c'est que j'allais à la SAQ où est-ce qu'elle travaillait, puis elle me conseillait des vins. D'ailleurs, j'achète encore et toujours un vin rosé qu'elle m'a conseillé il y a genre 11 ans, qui est toujours aussi bon, qui est toujours aussi une référence, hein, puis qui est extraordinaire. Mais c'est ça, tu sais, on se connaît depuis quand même un bon moment, puis tu sais, j'ai vu son parcours, qu'est-ce qu'elle a fait un peu, puis j'ai perdu le fil aussi à un moment donné, là, évidemment, là, parce que je pense que elle a fait beaucoup de choses. Puis non, je trouvais ça le fun de l'inviter. Tu sais, c'est un domaine, j'ai l'impression qu'on pense connaître. Il est moins connu, on dirait un peu, quand même. Ouais, les gens pensent qu'ils connaissent ça parce qu'ils connaissent le vin, mais je pense que l'importation puis le travail qu'elle fait est un peu méconnu. Mais c'est ça, si tu peux nous dire un peu, tu sais, tout ton parcours, parce que là, tu disais que tu sortais de l'école, on parlait de l'ITHQ. Ben attends un peu, avant, okay. un instant, là, on veut juste savoir si Mélanie a un gin. Ah oui, c'est vrai! Merci de me ramener à l'ordre. Ben là, c'est ça, un instant. Là. On va trop vite avec tes grands chevaux. Je saute des étapes, j'ai trop de questions. Avant de parler de vin, il faut parler de gin. Oui. Ben exactement. Fait que parce qu'avant qu'on enregistre, tu nous as mentionné que tu avais un gin spécial. Je sais pas si tu l'as là ou si tu fais juste nous en parler, mais on t'écoute à ce sujet. Ben oui, certainement. Ben c'est sûr qu'entre deux martinis, j'ai pas le choix vraiment de parler de gin. Et en plus, je vous ai choisi un produit québécois, donc qu'on représente aussi chez Roy Eco. Okay. On reviendra un peu aux agences de vin ici au Québec, mais le produit que j'aimerais vous parler, c'est le Royal Malt. Donc, c'est vraiment un gin plutôt classique, mais en fait, ils utilisent quand même des aromates un peu différentes. Donc, la baie de genièvre qui est toujours très présente, mais ils ont décidé aussi d'utiliser la rose et le concombre. Donc, un peu dans le style Hendrix qu'on peut trouver parfois. Donc, ça vient de la distillerie Brimrose, en fait, qui est la distillerie 1769 à La Salle. Donc, c'est la famille Micus, donc c'est Matthew, Alexandre, Andrew et Maureen. Donc, c'est vraiment une distillerie familiale. Puis, ils sont installés justement à La Salle. Et c'est dans le complexe industriel historique de Seagram. Donc, je sais pas si ils sont familiers un peu avec l'endroit. Là, c'est un des plus anciens complexes qui a été construit en 1920 environ par la famille Bronfman. Donc, c'est quand même... Puis Seagram, je me trompe pas, justement, il y avait de l'alcool qui se faisait là aussi. Là. C'est exactement ça. Puis là, ils sont comme en négociation aussi avec eux pour réutiliser du malt de bière qui a été en fait fermenté. Puis ils vont réutiliser ces alcools-là pour distiller puis faire un alcool neutre. Donc, ils ont vraiment un virage écologique super intéressant. Wow, donc, je connais pas ça. Ça s'en va vers ça. Qu'est-ce que tu veux dire, tu connais pas ça, Marc? Ben, Seagram, je sais pas, je connais pas. Mais si je me trompe pas, il y avait pas un gin, mais un whisky ou qui était très connu, ça se peut-tu? Je me trompe-tu en disant ça, Seagram? Oui, ben en fait, c'est ça, ils ont comme deux identités, si on veut, la distillerie 1769, puis il y a aussi la distillerie Brimrose. Donc, ils ont vraiment divisé leur portfolio en deux. Donc, eux, ils ont plusieurs produits. Là. Ils ont Madison Park aussi, ils ont le Pink Gin. Ils ont un gin à la bergamote qui est vraiment très bon aussi. Okay. Ils ont un gin bleu Azura, donc infusé avec de la fleur de pois. Donc, ce qui fait qu'au final, le gin devient très bleu. Puis, même, je sais pas si vous avez déjà eu la chance de goûter à ça, mais les gins qui sont infusés avec la fleur de pois, quand vous les mettez en contact avec un liquide acidulé, il va avoir une réaction chimique puis il va devenir violet en fait. Ouais. Donc c'est super intéressant. Ouais. Donc il y a lequel qui fait ça aussi. Il y en a un autre qui fait ça, je ne me rappelle plus du nom. Mais il y a Panoramix. Oui, ben il y en a quelques-uns au Québec là en ce moment. C'est sûr que je pense qu'il y en a 4 ou 5, mais il y a le Bleu Royal qui est le Bleu Royal aussi. Mais c'est ça, la famille Micus a créé le Azura aussi qui est vraiment excellent. Mais moi, c'est juste qu'un martini mauve, on dirait que ça me parle moins. Mais dans un drink avec tonic ou avec soda, là, par exemple, je dis pas, là, mais martini... D'ailleurs, est-ce que le gin que tu nous as parlé, le Royal Mount, est-ce que c'est un gin qui est propice à faire des martinis ou c'est plus mélangé avec autre chose qui va être bon? Mais là, c'est sûr que vous m'aviez demandé, comme au début, un gin, donc il y a façon de faire des martinis, mais il faudrait y aller avec un vermouth un peu plus floral, tu sais, pour que ça s'agence bien avec la rose. Donc, il y a toujours façon de faire un cocktail ou de virer ça un peu. Là, vous allez me dire, c'est trop féminin, là, les gins
violets, les vermouths un peu plus aromatisés et tout ça, mais c'est sûr que ça pourrait être intéressant quand même. Non, mais tant que c'est pas fraise rhubarbe comme mon... Non, c'est ça, là, une tarte aux pommes, là, comme lui. Mon Kepler que j'avais essayé à m'amener, là, ça c'était... Ouais. Vous avez l'air plus traditionnel, là, quand même, avec Oui, c'est vrai, London Gin, là, nous, je pense. London Dry. London Dry, là, ouais, c'est pas mal ça. Parce que c'est ça, j'allais dire, tu sais, la rose, c'est ça, il doit y avoir quelque chose d'un petit peu sucré là-dedans, ou je sais pas, là, quand même, là. Il y a aucun sucre résiduel, donc c'est vraiment distillé, donc ce qui fait que c'est juste au niveau de l'aromatique que vous allez vraiment le sentir. Donc c'est la perception des fois qu'on peut avoir quand on sent quelque chose, que ce soit un spiritueux, un vin ou peu importe, mais quand on le déguste, il y a vraiment aucun sucre en bouche. OK. C'est drôle parce que tu parles de ça comme si tu... puis là, ça me frappe, là, mais si tu parles de ça comme si tu parlais d'un vin. Parce que les sucres résiduels, ça, c'est la première fois que j'entends ça. Est-ce que c'est tout le monde va noter ou analyser un gin ou un alcool, tu sais, une vodka comme il va analyser un vin avec les sucres résiduels puis les... Non, c'est vraiment très différent, la dégustation. C'est sûr qu'un spiritueux, à la base, c'est au nez, la dégustation, elle va pas se faire nécessairement de la même façon non plus. Ce sera pas les mêmes verres. Il y a une technique aussi pour rentrer son nez à l'intérieur du verre aussi pour sentir les arômes principaux, les arômes primaires. Tandis qu'un vin, ça a une complexité un peu différente aussi. Donc, au niveau olfactif, ça va être différent aussi. En bouche aussi, les papilles gustatives vont pas avoir les mêmes sensations aussi non plus sur un spiritueux qui est à 40% en moyenne versus un vin qui est en bas de 15 degrés d'alcool. Donc, c'est très différent au niveau de la technique puis de la dégustation, mais il y a vraiment plusieurs facettes pour le voir. OK, un instant, là, je m'attendais pas à avoir autant de détails. Ah non, mais là, c'est ça, là. Attends, là, je m'en parle, c'est ça. Hein? Non, vas-y, on est là pour ça, là. On est là pour ça. Là, dans le fond, là, si je comprends bien, toi, t'es sommelière de formation. Oui, ben là, c'est ça. On était dans le parcours, ça peut être... Oui, le parcours, c'est ça. Revenons à nos moutons, là. Ouais, c'est ça. Parle-nous de tout. Oui, mais c'est la beauté du métier, hein. Donc, en fait, on recommence au tout début, donc 2008. J'étais, comme Tristan a dit, c'est un peu là qu'on s'est rencontrés en 2008. Ça fait déjà un certain temps. Ouais. Et je travaillais déjà à la SAQ, donc j'étais à Édouard-Montpetit, là, je faisais mon deck comme tout le monde. Là, je me cherchais un peu. J'étais en technique de multimédia, je faisais des cours de Photoshop et Illustrator, puis j'haïssais ça à mourir. Fait que j'ai décidé de me réorienter, puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que je pourrais bien faire de ma vie? Donc, c'est là que je suis tombée sur l'ITHQ, donc l'Institut de tourisme d'Hôtellerie du Québec, qui est parmi un des établissements vraiment les plus reconnus au Canada, je dirais. Là. Donc, c'est vraiment une super belle école hôtelière pour la restauration. J'ai déjà eu comme client l'ITHQ dans une autre vie. Ah oui? Oui. Ouais. Je suis tombée sur un programme d'études en restauration puis en sommellerie. C'est là que j'ai commencé à faire mes études. Puis je suis littéralement tombée en amour avec la viticulture, le domaine de la sommellerie en général. Donc c'est tellement fascinant comme milieu aussi, c'est que ça touche autant l'histoire, la géologie, le côté, l'aspect humain aussi. Donc c'est vraiment valorisant aussi comme métier, je trouve. Donc, ça fait plus de 10 ans que je suis là-dedans, puis je suis tout aussi passionnée encore aujourd'hui. J'imagine qu'il faut quand même que tu aimes un petit peu la boisson pour faire ça, ou tu as du monde qui ne boivent pas, mais qui sont là et qui aiment juste ça pour non, je connais, c'est surprenant, mais je connais des gens qui consomment pas vraiment beaucoup, donc qui sont passionnés par le métier, mais qui consomment pas à la maison ou qui vont juste déguster une fois de temps en temps. C'est pas... c'est sûr que faut toujours consommer avec modération, et ça, je le précise à tout le monde. Toujours, ouais. Bon, puis je me sens une autre affaire en fait en ce moment, parce que premièrement, as-tu fait le mois, le 28 jours sans alcool? Bon, ça là, non, j'y crois pas. Fait que non. Ça fait plaisir à Marc-Antoine que tu dises ça. Wow! Lamentablement, puis tantôt, on se parlait, puis je me sens un petit peu mal, là, parce que Tristan a dit, ah non, j'ai pas de martini, parce qu'à cause de tantôt, je me sens un petit peu mal, un lundi soir, et tout ça, tu sais, puis moi, j'étais habitué dans le podcast, j'ai tout le temps mon martini
martini puis j'ai une petite bière à côté, mais là, ça donne que j'ai un martini, une petite bière et une bouteille de vin. C'est quoi, Question de bien finir le 28 jours sans alcool. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton digestif? On est. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et où ta crème de menthe? Ouais. là? Ça, pour vrai, je suis pas game. On dirait que c'est trop grand-père pour moi, ça. Je sais que ça revient vraiment à mode, mais j'ai jamais goûté à ça vraiment comme tel. On dirait que ça m'a jamais attiré. Ok. C'est quand même très drôle que tu dises ça parce que j'en ai acheté une dernièrement, puis j'ai eu le même commentaire de mes amis. Je me suis fait traiter de ma tante Ginette qui boit sa petite crème de menthe un samedi soir. Là. Puis fait que c'est bon, quoi. Mais écoute, moi, je dois avouer quelque chose aussi. J'haïs pas celle des subversifs. Là. Exactement, merci. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est ce que j'allais dire. Ils font des super belles crèmes de menthe. Ils ont plusieurs sortes de menthe aussi, là, comme dans le temps de nos grands-parents, là, la paparmane rose, bleue et blanche. Là, ils ont toutes les saveurs possibles. Mais quoi, tu bois ça, puis c'est quoi? C'est comme, tu bois ça, puis on dirait que tu manges de la pâte à dents, genre, c'est quoi? Oh, mais c'est ça. Si t'aimes la crème glacée à la menthe, tu vas aimer la crème de menthe. Ouais, Okay, c'est ça. J'adore la crème glacée, menthe et chocolat. Ok. Bon, Confession tu vas aussi. aimer la crème de menthe d'abord. Mais tu pourrais mettre de la crème de menthe avec... écoute, là, je vais avoir l'air d'un gars qui sortait d'un bar au début des années 2000 qui va dire « Tu pourrais boire un Stinger? » Qui est de la... Ah, un Stinger! Qui est de la crème Ça, c'est de dégueulasse. Si ça goûte ça m'attire. Ben non, ça goûte pas ça. Le Stinger, ça goûtait ce que ça goûtait parce qu'il y avait de la crème de menthe. Puis je me rappelle jamais de l'autre alcool, mais je pense que c'était du cognac. Du Jack Daniel, de quoi de même. Je pense que c'est du cognac, pas du Jack Daniels. Un Stinger, c'était quoi ça déjà? Ça goûtait à la menthe, puis c'était dégueulasse, puis c'était sûr que tu vomissais après deux. Ouais, mais la crème de menthe, c'est plus subtil que ça quand même. Puis tu mets ça sur une glace, puis tu bois ça doucement. Là, tu te trempes les lèvres dedans. Là. Mais je vais pas boire de ça à toutes les semaines, mais quand on va Mais m'en est-ce offrir... que, parce que dans le sujet, est-ce que ça a une consistance ou c'est très liquide? Ça a une petite consistance. C'est sirupeux, en Ouais, fait. c'est ça. En mots, là, Genre comme Baileys ou... Non, parce que Baileys, c'est crémeux. Tandis ok. que la crème de menthe, c'est vraiment sirupeux. Donc, t'as vraiment... Là, on parlait de sucre tantôt, là. Ouais. T'as un sucre résiduel, justement, dans Ok. cette liqueur-là. Tu vas le voir sur la paroi de ton verre. Tu vas le sentir dans ta bouche aussi. Donc, c'est vraiment comme plus... Style Porto ou certains Scots. là. Style un Exactement. peu, genre, ouais. Ok. Et Mais voilà. là, Mel, juste, tu sais, là, on parle de... on est rendu à parler de crème de menthe. On dérape. Mais en fait, c'est un épisode sur l'alcool, là. Ouais, là, on se le cachera pas, là. On se fera pas de cachette ici, on est rendu là. Puis merci à Éduc Alcool pour la commandite de Ouais. pas de 28 jours sans alcool, mais tout va bien. Mais juste, tu sais, là, Marc-Antoine t'a présenté en disant que tu étais gestionnaire de portefeuille, puis on va y revenir. Mais peux-tu nous dire à quoi t'as touché dans le domaine du vin en termes de travail, tout ça, qu'est-ce que t'as fait un peu Ouais. depuis au fil des années? Hein? Ben oui, certainement. Donc, en fait, en sortant de l'école de sommellerie, j'étais toujours à la SAQ, sauf que j'étais un peu tannée. Mais pas tannée, c'est que j'avais envie d'explorer autre chose. Donc, j'ai appliqué au LEMEAC. Donc, je suis devenue serveuse avec une équipe incroyable. J'ai tellement appris avec cette belle gang-là. Pour la plupart, sont encore là, même 10 ans plus tard. Donc, c'est vraiment une belle institution à Montréal. C'est une brasserie Française, excellente ouais, sur exactement. Laurier, que je Outremont, recommande. dans un Là. super beau quartier. Le menu est exceptionnel. Ils ont toujours des plats qui reviennent à chaque année aussi. Le fameux tartare de saumon à l'huile de truffe. Oh boy, ok. C'est incroyable. Ouais, Fait mais que ça vaut la peine une fois dans une vie d'aller là pour Oh, elle. oui, là. vraiment. Ça- Non, c'est L'expérience une en vaut la peine. Là. La carte des vins est exceptionnelle aussi. Et maintenant que la restauration est officiellement réouverte à temps plein, je vous le suggère fortement. Allez les voir. Hey, c'est vrai, ça. Ils la vous attendent les restauration bras réouverte. grands ouverts. Ouais. Donc, dans le fond, ouais, je me suis ramassée au LEMEAC, puis je suis restée là une couple d'années. Puis après ça, ben j'avais envie, encore une fois, d'explorer un petit peu plus loin. Puis j'ai appliqué pour un poste dans une agence de vin. Donc, c'était vraiment méconnu pour moi aussi. Les agences de vin, on est un peu méconnus. On est comme un petit peu derrière la carte du monopole de la SAQ. Là. Donc, la SAQ, ben, c'est sûr qu'on a un marché monopolistique ici au Québec. Tout passe par la SAQ, c'est géré, gouverné et tout passe par eux. Par contre, nous, on est des agents promotionnels, donc on est des agents qui vont avoir un portfolio avec plusieurs vignerons de plusieurs pays, peu importe la spécialité de chaque agence. Puis, en fait, on va les aider à promouvoir puis à introduire leurs produits au Québec. Donc, faire la mise en marché, que ce soit au niveau de la restauration, des réseaux de distribution ici à travers le Québec. Donc, c'est les deux réseaux de distribution principaux. Là. Donc, tu as l'importation privée,
les réseaux au Québec. Il y a plus de 400 succursales au Québec. On est une grande province, donc un grand territoire. Donc, nous, notre mandat, c'est vraiment de promouvoir tous les produits qu'on a dans notre portefeuille, puis de faire la vente auprès de notre clientèle. Puis, on peut avoir de la clientèle privée, on peut avoir de la clientèle en restauration, dans des golfs, des traiteurs. Comme vous savez, tout le monde consomme un peu d'alcool, je dirais un peu beaucoup. Juste un peu. Encore une fois, modérément. Écoute, je sais pas si ça a augmenté encore en 2021 parce qu'on a peut-être pas eu les résultats finaux, mais je me souviens qu'en 2020, puis c'était notamment à cause de la pandémie, ça avait augmenté de 18%. Là. C'est complètement fou. Là. Ouais, ben c'est ça, c'est le chiffre d'affaires de la SAQ est quand même impressionnant. Là. Ils font, j'ai pas les chiffres exacts, là, mais c'est environ pas loin de 4 milliards de ventes, puis le dividende qui est remis au gouvernement, c'est 1,2 milliard. Fait que c'est une grosse machine. Là. C'est des bonnes marges de profit, on va se le dire. Tes vins sont-ils en vente? Je cache rien, tout est public en passant. Là. Ouais, non, exact, c'est clair, c'est gouvernemental. Mais tes vins, toi, que tu représentes, sont pas à la SAC. Oui. Ah, sont à la SAC. Dans l'espace cellier ou... Non, mais attends, je pense qu'il faut juste les partager. Tu sais, c'était la question tantôt, c'est agence d'importation privée versus juste agence de... Comment que ça s'appelle quand c'est pas privé? C'est juste... C'est la même chose, en fait. Une fois que tu as vraiment ton numéro d'entreprise enregistré au Québec, là, pour être un agent, tu es un agent promotionnel. Que tu passes par les importations privées ou dans le réseau, tu commences avec ton nom d'agence, puis après ça, c'est soit que tu travailles en importation privée avec des restaurateurs, de la clientèle privée, et ensuite, tu peux introduire le marché via des appels d'offres avec la SAQ, puis ainsi de suite. C'est vraiment la façon d'intégrer le marché un peu. Puis je vais vouloir que tu parles d'autres choses que c'est sûr que tu es au courant. Attention, peut-être pas. Ben, en fait, c'est beaucoup de pression sur ses épaules, ça. Ouais, peut-être Google, pas. Moteur de recherche. Non, mais OK, il y a une différence entre l'espace cellier à SAQ puis l'espace régulier. Oui, et on s'entend que normalement, un vin, tu sais, comme, ça serait cool que les gens comprennent un peu le processus de ça, mettons, un vin qui se ramasse dans l'espace cellier, qui va coûter, mettons, je sais pas, tu prends un vin à 15-16 piastres, mettons, dans l'espace cellier, et quand il tombe régulier, c'est un vin qui va devenir genre à 18-19 piastres, donc qui est pas meilleur, mais que c'est juste parce que dans le fond, en bout de ligne, de ce que j'ai compris, c'est que la SAQ a approché dans le fond la maison de vin puis dit OK, là dans le fond tu passes à l'espace régulier, comme faut que tu produises en quantité, tu sais, pour nous fournir, puis souvent le raisin est de moins bonne qualité, donc tu vas payer au pire, à la limite il est pas meilleur, des fois il peut même être moins bon quand il passe à l'espace régulier. Donc en gros, la SAQ dépôt, on s'entend que c'est pas là, tu sais, c'est pas si hot que ça dans le bout de ligne. OK, mais là, tu parles de deux choses différentes. Ben ouais, mais sauf que les vins à SAQ Dépôt, je veux dire, c'est tous des vins d'espace régulier, dans le sens que les gens pensent que des fois, ils vont aller avoir une escompte et tout, mais que dans l'espace cellier, tu peux avoir un vin qui est un prix, mettons, moins cher. Si t'es habitué de payer 15-16 piastres, mettons, ta bouteille dans l'espace régulier, ben un vin à 10-12 piastres dans l'espace cellier va être de qualité équivalente. Oui, c'est sûr. C'est un bon point que tu amènes. Les bannières SAQ Dépôt, il y en a peu au Québec. Ça rejoint un consommateur X qui veut économiser sur son produit. Si ça revient un petit peu à la même chose que quelqu'un qui veut acheter son steak haché en spécial, là, il va aller chez Super C. J'exagère. Wow. Très belle analogie. On salue tout le monde qui magasine au Super C. Hein? Oui. J'achète à SAQ Dépôt, moi aussi. C'était juste une petite blague. Mais en fait, oui, c'est des vins à plus grand volume aussi. Puis tu vas toujours avoir, ils appellent ça un rabais escalier aussi à l'achat de, c'est entre 3 puis 12 bouteilles. Là, tu peux avoir un rabais accordé à la caisse. Ouais. Donc, c'est des vins, on dit dans notre langage ici, avec la SAQ, c'est répertoire des produits courants. C'est les vins qui génèrent plus de 75% du revenu de la SAQ, qui se retrouvent dans les 400 succursales au Québec, qui sont dans les bannières SAQ Dépôt. Par contre, là, ça c'est entre vous puis moi, là, je vais pas trop élaborer là-dessus, la SAQ aimerait développer un peu le haut de gamme en SAQ Dépôt. C'est leur objectif. Ouais. Fait que là, ils viennent justement de lancer un appel d'offres, puis ils cherchaient un peu plus de haut de gamme pour la fin de l'année. Donc, tu sais, vous voyez, ils ont quand même un besoin puis une demande de la clientèle à vouloir acheter un petit peu plus haut de gamme. Donc, tu sais, ça évolue, je vous dirais, mais c'est sûr que le 3/4 des produits que vous allez retrouver dans les bannières Dépôt, c'est des vins à grand volume. C'est pas nécessairement des vins qui sont pas de qualité non plus. Ça va être
une viticulture comme avec des plus grands rendements puis tout ça, mais ça veut pas dire nécessairement que ce n'est pas qualitatif. Tu sais, c'est ça un métier de sommelier aussi, c'est de pouvoir faire la distinction entre un petit vigneron qui travaille de façon naturelle, en biodynamie puis tout ça, puis un vigneron qui travaille en plus grande surface, mais qui va pouvoir offrir un rapport qualité-prix assez exceptionnel aussi. Là, tu sais, c'est plutôt rare aussi de pouvoir faire du vin à 13-14 $, alors que tu as juste comme 3 hectares de vignes. Là. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut... C'est ça. Puis pour subvenir aussi aux besoins de tous les consommateurs sur cette planète, il faut des vins à tous les prix, tous les styles. Donc, c'est pas tout le monde un vin qui de s'achète dépanneur, un vin à mettons. 40 piastres un mercredi soir. Tu sais. Un vin de dépanneur, là. Parce qu'il y en a à 18 piastres, mettons, un vin de dépanneur, plus taxes. Genre, pourquoi est-ce que les vins de dépanneur sont si mauvais ou genre c'est juste parce que c'est à mauvaise presse à cause que c'est un vin de dépanneur? Hey, ça, c'est une question piège. Ouais. Tu veux-tu aussi dévoiler des noms de vins que t'aurais essayé en dépanneur, Marc-Antoine, aussi? Je pense que la meilleure réponse que j'ai à vous donner, c'est j'achète pas de vin d'épicerie. OK. C'est une bonne réponse. En fait, c'est des vins en vrac qui sont, pour la plupart, là, embouteillés ici même au Québec. Donc, ça arrive en gros tubs, là. Ouais. Là, c'est ça. Puis une fois que ça arrive ici, oui, c'est plus écologique, par contre, quand que vous y pensez, là, parce qu'au niveau de l'empreinte carbone, c'est plus écologique, là. Une fois que ça arrive ici, t'as pas le poids du verre qui est transporté par transport maritime, tout ça. Donc, c'est le côté positif à voir de la chose. Mais ça reste que ça, c'est vraiment la moins bonne qualité, je vous dirais. OK. Mais pourquoi c'est plus cher alors? C'est pas nécessairement plus cher. Donc, c'est sûr que ta taxe n'est pas incluse sur ton prix en épicerie non plus. Fait que quand tu arrives à la caisse, ça monte à 18, là. C'est peut-être pour ça que tu fais le saut aussi, là. Donc, tu sais, c'est une bonne question, là, en termes des prix. Parce qu'à SAQ, la taxe est inclue aussi, tu sais. Oui, une fois que tu arrives à la caisse, c'est ça. Le prix que tu vois en tablette, là, c'est le prix final. Toujours. C'est ça. Ouais. Ben, tu sais, j'achète pas des vins de dépanneur non plus nécessairement. C'est juste parce que des fois, je me suis posé la question, tu sais, mettons que ça arrive que t'es mal pris pis tout, ben, tu sais, il y a moyen d'en avoir des pas si pires que ça quand même, là. Mais c'est juste que tu te dis, ben, c'est poche parce que je vais le payer 15$ plus taxes, mettons, le vin, puis comme j'aurais pas à la sac, avoir un vin à 15$ taxine qui va être pas mal meilleur. Exact. Parce que la majoration puis les taxes sont pas les mêmes non plus d'un réseau de distribution à l'autre. Donc ça varie aussi. Tu vois, comme la majoration est un petit peu plus élevée aussi sur l'importation privée. Fait que quand tu fais justement des scénarios de prix, tout ça, quand tu veux vendre dans un réseau à travers le Québec, ben, tu vas économiser un peu sur ton prix de détail versus si tu le fais en importation privée, puis ainsi de suite. Fait, dans le réseau des épiceries, nous, on y touche pas du tout, donc je connais pas leur structure de prix, mais ça doit jouer aussi sur le prix final que le consommateur paye. Ouais. Est-ce que tu as beaucoup voyagé pour aller visiter, mettons, parfaire ton parcours? Ouais, ton parcours, tout ça, tes connaissances, t'as-tu voyagé beaucoup? Oui, quand même. Donc, c'est vraiment un des avantages du milieu des agences de vin aussi. Donc, c'est d'aller rencontrer nos vignerons, nos producteurs de vin aussi. C'est surtout de participer aux foires commerciales qui sont toujours en Europe. Donc, ouais, c'est plate, ça. Ça me fâche, là. Pauvre toi. Ah, non. Écoute, j'ai des per diem, des billets d'avion payés, puis des chambres d'hôtel. L'alcool fourni, parce que tu m'en vas dans en plus, écoute. Ouais, c'est la beauté du métier, c'est vrai. Tout le monde me dit, t'as donc de la chance de voyager et tout ça. Ça reste que c'est de la vente, hein. Faut pas oublier, on a quand même des performances à atteindre aussi. C'est pas toujours un milieu facile non plus. Mais il y a quand même aussi. Il y a moins d'inconvénients, on va se dire. Ouais, c'est ça. Mais ma question à la suite de ça, si tu avais voyagé, c'est quand tu regardes, mettons, notre contexte, nous, avec la SAQ, puis tu compares à ce que tu as vu dans le reste du monde, est-ce qu'on a quelque chose qui nous avantage en termes de consommateurs de vin, ou on est dans quelque chose qui nous pénalise? Ah non, attends, je pense, en tout cas, j'ai hâte d'entendre la réponse. Est-ce que tu penses qu'on est pénalisé ou tu penses qu'on est avantagé dans la structure de la SAQ?
C'est vraiment, j'ai des pour et des contre pour un marché de monopole, donc ça a toujours beaucoup d'avantages en termes de pouvoir d'achat. Puis là, on le voit de plus en plus aussi, là, c'est un peu le consommateur qui va un peu guider les besoins puis les tendances aussi du marché. En étant un monopole, ben la SAQ, on a tendance à oublier ça aussi, mais est dans le top 5, si je me trompe pas, des plus gros acheteurs au monde. De vin ou de tout alcool confondu? Ben, vin et alcool, là. OK. C'est un des plus gros acheteurs J'avais déjà étant entendu donné une leur affaire de force même. d'achat. Ouais. Donc, c'est sûr que ça a un avantage sur la variété de produits. Par contre, c'est eux qui établissent justement la majoration, la taxation. Donc, c'est eux qui vont mouler un peu le prix de détail final qui va se retrouver sur les tablettes de la SAQ. Par contre, c'est sûr que les vins à plus grand volume, si on revient à ce qu'on disait tantôt, qui est 75% de leur chiffre d'affaires, ils vont prendre une plus grande majoration sur les vins à 15 $ et moins environ. Tandis que les vins plus haut de gamme, qui sont sous allocation, qui sont très recherchés, ils vont être c'est très avantageux pour le consommateur ici au Québec. Donc, tu sais, il y a des pour, il y a des contre. Moi, j'apprécie quand même travailler avec un monopole aussi parce que ça nous donne peut-être un peu moins de flexibilité aussi pour gérer nos stocks puis tout ça, mais ça nous donne quand même un éventail justement de produits puis d'introduction puis de Mais toi, possibilités. tes clients, c'est qui comme tel? C'est la SAQ, LCBO, etc. ou c'est vraiment les maisons de vin? Ben ici, le Québec, c'est un monopole, donc c'est la SAQ qui gère tout. Donc tout passe par eux. Donc nous, que ce soit en participant à des appels d'offres, si on veut introduire des vins, il faut absolument passer par eux. Il faut qu'on ait des contacts, des relations directement avec les acheteurs aussi. Mais Donc tout non, ce que passe je veux par dire, eux. c'est, mettons, toi, dans le fond, c'est d'essayer dans le fond, Le- j'imagine que dans la compagnie pour laquelle tu travailles, il y a du monde qui s'en vont essayer de représenter des maisons de vin, puis toi, ta job, c'est de les vendre à la SAQ. C'est comme ça que ça fonctionne? Non, mais en fait, c'est ça, c'est nous, notre portefeuille, en fait, tous les produits qu'on représente ici au Québec, on va approcher une clientèle corporative, on peut aller voir la restauration aussi. On a une équipe de vente aussi qui va travailler sur le territoire du Québec au complet aussi, qui va promouvoir les vins qu'on a. L'objectif, en fait, là, qu'on a, nous, en tant qu'agence promotionnelle, c'est vraiment de sortir le plus rapidement possible notre stock du centre de distribution de Montréal qui appartient à la SAQ. Mais je vais clarifier parce que je pense que je comprends la question de Marc-Antoine. Là. Ouais. Dans le fond, le client, celui qui vous paye au final, c'est tu sais, mettons, là, tu parlais tantôt de la distillerie de la salle, ça, c'est eux qui te payent. Sinon, c'est les vignobles avec qui vous faites affaire qui vous payent une espèce de commission sur les ventes, sur le volume qui sort à SAQ. Est-ce que c'est ça? Oui, pour notre chiffre d'affaires, en fait, c'est ça, on prend une commission sur les caisses vendues ici au Québec. Parce que tu représentes le vignoble. C'est ça, oui, un peu. Tout à fait, mais en même temps, la dimension, c'est ça, ils sont un peu dans un in-between parce qu'en même temps, le client demeure la SAQ, la restauration, puis tout ça quand même. Parce que c'est un client à qui tu offres un service aussi. J'imagine que vous offrez de la dégustation, des choses comme ça, des échantillons, des bouteilles à goûter. Ouais, non, mais parce que je relate un peu au domaine mettons, de la pub avec un client, une agence, puis un média, mettons, tu sais, c'est un peu le même concept. Oui, mais oui. Okay. Oui, non, c'est sûr, en fait, une fois qu'on a une commande de confirmer avec un vigneron, une fois que lui il expédie sa commande, qu'il envoie ça vers le Québec, nous, on va prendre une cote, on se prend une commission sur... C'est ça, exact. T'es comme l'intermédiaire entre les deux. Là. On est vraiment l'intermédiaire entre le vigneron puis la SAQ, puis en fait, on assure la mise en marché, la distribution, la commercialisation une fois que ça arrive ici au Québec. Puis quand il y a quelqu'un quand, mettons, tu sais, des fois, tu vas au restaurant puis que t'as des vins qui sont vraiment... Parce que là, toi, t'as mentionné que c'était pas nécessairement de l'importation privée. Des fois, tu vas dans des restaurants puis tu sais, il y a des vins que t'as pas à la SAQ, là, que c'est vraiment de l'importation privée. Ça, fonctionne-tu un petit peu? C'est quoi? C'est le restaurant qui trouve un vigneron lui-même puis qui est comme, hey, ton vin il est vraiment bon, j'en voudrais pour mon restaurant. C'est comment ça fonctionne, ça? Non, ça, c'est très rare que ça arrive. Il y a des restaurateurs qui font ça, là, qui ont leur propre agence, là, comme Carlos Ferreira à Montréal, il fait ça. Là. Mais c'est plutôt rare, je te dirais. Sinon, ils font affaire avec des agences, carrément. Puis, ils vont les approcher, puis ils vont je veux des vins uniques, dans le fond. Ouais, c'est ça qu'ils vont dire. Okay. Il y a beaucoup d'agences. Tu sais, je peux en nommer, là, quand même, qui sont très connues aussi ici au Québec. Là, tu sais, le vin dans les voiles, le raisin Onopole, la cuvée. C'est des agences qui sont quand même très forts en importation privée aussi. Okay. Donc, qui sont forts aussi en SAQ. Là, donc, ils ont un peu les deux côtés de la médaille. Donc, c'est
c'est eux qui vont travailler quand même beaucoup avec la restauration. L'autre aussi que je connais, c'est Balthazar, je pense qu'il y a un autre qui est quand même... Oui, Balthazar. Balthazar, c'est similaire aussi un peu à nous. On parle-tu du même Balthazar que c'est des restaurants ou c'est deux choses différentes? Une agence. Non, c'est une agence. Okay. Non, mais c'est rapport. Okay. Un est dans la bière, l'autre est dans le vin, je pense. C'est ça. Non, mais c'est ça. Les deux, c'était dans l'alcool. Fait que En tant que consommateur, vous pouvez aussi là, acheter de l'importation privée. T'sais, le modèle puis le système actuel, tu dois acheter à la caisse. Donc, si tu es allé dans un restaurant X, tu as goûté un vin que tu as adoré, tu te rends compte qu'il n'est pas sur l'application SAQ, tu fais une recherche où tu demandes au serveur ou au sommelier qui est sur place. Il va te dire c'est représenté par quel agent. Ensuite, tu communiques avec eux directement. Puis s'ils l'ont en stock, tu peux le commander. Tu le fais livrer à la succursale SAQ proche de chez vous. Ouais. Hein? Ouais. Ils sont pas toutes désignés, les succursales, mais pour la plupart... tu fais livrer un vin qui ne tienne pas à SAQ, mais tu le fais livrer pareil à OK, ben oui, parce que c'est la société... Faut que ça passe par eux autres. OK, ouais. Encore une fois, oui. Puis dans le fond, t'es payes eux. Tu payes la SAQ. Puis les autres donnent la cote à... OK, fait que dans le fond, tu payes une cote à l'agence, une cote à SAQ, puis OK, fait que finalement, ça revient cher. Il appelle ça de la double facturation. C'est pas tout le monde qui fait ça non plus, mais là, je tente pas de rentrer dans ces détails-là. Non, c'est correct. On comprend le concept. Mais moi, je l'ai fait. Moi, pour vrai, je l'ai fait pendant la pandémie, ça. De commander dans des agences privées puis d'aller chercher à SAQ. Ouais, je l'ai fait. J'ai jamais fait ça pour moi, ça. Je trouve ça quand même hot. Sinon, ce qui est bien aussi des fois, là, c'est que tu peux faire... moi, je fais des caisses panachées avec mes amis. Fait que, mettons, on aime bien un produit. Il y a un produit que j'achète à chaque année, le Marcel Lapierre, le Morgon Nature. Mon ami, il est représentant chez Raisin, Alex Trudeau. J'espère qu'il va écouter. Ça, c'est bon, ça. Un beau name drop. Ouais, tu vas pouvoir lui forwarder. Mais c'est ça, des fois, tu vois, on se commande des caisses, on les partage, des trucs comme ça, parce que quand tu achètes à la caisse, ça monte vite, là. Ouais. C'est 12 dans le fond, là? En moyenne, c'est 6 ou 12. OK. Ouais. Non, c'est ça monte vite, mais c'est clair. Mais moi, j'ai une question plus, pas technique, mais est-ce qu'il faut absolument que... Parce que toi, dans le fond, tu as étudié pour être sommelière. Est-ce que c'est un prérequis pour faire ce que tu fais? Ça doit aider pas mal, mais est-ce que ça prend absolument ça? On a fait quand même plusieurs périodes d'embauche tout ça, dans le passé aussi avec ma boss, puis c'était quand même un critère qu'on demandait dans nos CV et tout ça. Puis c'est sûr que tu dois avoir quand même le lexique puis le vocabulaire du vin, tu dois comprendre un peu déjà la base. Donc c'est vraiment un atout qui est très utile. On a rarement engagé du monde qui avait zéro expérience dans le vin, là, parce qu'une fois que tu es sur le terrain, tu dois savoir de quoi tu parles. C'est ça. Sinon, tu vas te faire manger tout rond. Ou tu vas te faire revirer de bord. Puis, il y a beaucoup de compétition. Ça revient à ce que je disais, c'est de la vente aussi. Donc, il faut... Puis, c'est de la vente, mais quand tu as un portfolio qualitatif avec des vignerons, puis des belles histoires, puis plein d'anecdotes à raconter, ça reste que c'est un métier très agréable aussi au final. C'est juste que mettez-vous à la place des restaurateurs en ce moment, là, ils ont été fermés ou partiellement fermés dans les 2 dernières années. Puis là, tu as des mouettes d'agence qui arrivent à côté puis qui disent « Commande mon produit. Ouais, mais moi, mon produit est meilleur. » Puis j'entends un petit glou-glou en arrière, Tristan, c'est toi ça? Ah, ça y est, je me suis démasqué, j'aurais dû me mettre sur mute. Là. Non, je l'ai juste versé pour qu'il soit dans le verre, là, parce que je le regarde depuis tantôt, je suis là, ouais, faudrait que je l'aère. Moi aussi, je pense au fond, je l'ouvre. Ouais, mais là, je jase pas mal, vous me le dites, là, si on... Non, mais j'ai d'autres questions, moi. Mais on peut quand même, attends un peu, on peut quand même l'ouvrir puis poser les autres questions, tu sais, à travers... Oh ouais, comme t'as pu le remarquer, je l'ai ouvert, je l'ai versé dans mon verre. Mais en fait, comme on a tous le même là. Dans le fond, c'est le vin qui s'appelle Espelt Viticultor de Lamporda. Viticulteur de Lamporda. Ouais. Okay, fait que ça c'est donc si on comprend bien, ça c'est un vin que vous représentez, c'est ça? Ouais. Très cool. C'est un vin d'Espagne, genre mes préférés. Moi, Espagne, Portugal, tu me parles. C'est mes préférés. Mais rapport qualité-prix, là, franchement, c'est dur à battre. Là. Ça, on a ça à la SAQ. J'ai un petit penchant pour le Portugal parce que j'ai quand même du 100%. Oui, faut le dire, c'est ce que j'allais dire. Le podcast, ça va dire, t'es mieux de dire ça, ma maudite. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça se vend à la sac, ce vin? Oui, c'est pour ça que je l'ai choisi, en fait, parce que, tu sais, si jamais les gens nous écoutent puis qu'ils ont bien du fun, ils vont peut-être tout le monde a bien du fun en nous écoutant. Mais ça, on pourrait mettre le lien de la page du vin quand on va afficher sur...
sur les Oui. réseaux sociaux. Oui, certainement. C'est en fait une cuvée, on vient de recevoir une commande, c'est vraiment pour ça que je l'ai choisie aussi, parce que je voulais quand même qu'il y ait un peu de disponibilité. Puis il y en a 13 à Saint-Bruno en passant, ceux qui... sur le prix, là. Si on a des auditeurs de Saint-Bruno, je viens de le scanner avec mon application SOQ, il y en a 13. Là, je sais que dans les cantons, il y en a un peu moins, là, mais il va falloir que je travaille là-dessus un peu. Ouais, mais là, tu me l'as dit où est-ce que... Moi, je sais où est-ce que t'es allé chercher, fait que je sais où je pourrais le trouver si jamais j'en veux. Mais parle-nous-en bien vite, là, on se sent comme dans Tout le monde en parle, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on boit, ça? Diane, qu'est-ce qu'on boit? Chantal! Pas Diane, c'est Chantal! Ben oui, écoute, on est rendu là, pourquoi pas, là, tout le monde a un verre. Ouais, mais moi j'ai d'autres questions après pareil, mais oui, on peut parler un peu du vin, puis on reviendra, on repartira, parce que je pense qu'il faudrait le laisser respirer un peu, moi je ferais ça. Oui. Oui, non, c'est toujours mieux, c'est pour ça que je vous ai dit aussi de le mettre au frais un petit peu avant, parce c'est ce que j'ai fait. C'est un vin qui a vraiment aucun élevage en fût, c'est que du fruit, là, on va y revenir, là, mais en fait, on est en Espagne. L'Espagne, c'est très, très vaste, donc ça dépend. Il y a beaucoup d'appellations, beaucoup de styles, beaucoup de profils différents. Ici, on est vraiment dans une appellation qui est très méconnue par pas juste les Québécois, partout dans le monde. C'est quand même une plus petite appellation. On est complètement au nord-est de l'Espagne, donc à la frontière de la France, donc collé ou presque sur le Roussillon, pour ceux qui connaissent la région. OK. Languedoc-Roussillon. Ouais, Languedoc, c'est ça. C'est de Languedoc puis de Languedoc-Roussillon, là, mais le Roussillon, il est vraiment collé sur la frontière. Puis, en fait, Emporda, on est en Catalogne, donc on aime la Catalogne, des gens libres, libres d'esprit. Qui manifestent pour l'indépendance. Puis oui, l'indépendance. Ouais. Exactement. On en a de ça au Canada aussi. Ouais, c'est ça. Pas aussi chaud, par exemple. Avec le Québec, là, je trouvais que c'est un petit parallèle, là, Ouais. Cool. Ouais. Alright. Fait que c'est quoi, comment ça marche? Tu sais, mettons quand tu dégustes un vin, tu sais, comme, c'est sûr qu'il y a une manière de faire, c'est quoi faut faire en premier? Tu sens-tu le bouchon? Qu'est-ce que tu fais? Ben, là, l'affaire, c'est que je suis à distance et je n'ai pas senti vos verres. Donc là, vous allez devoir me dire si vous détectez du bouchon ou non. Mais là, j'ai laissé mon bouchon à côté. Techniquement, ce type de liège-là aura pas vraiment de traces de bouchon. Hey, c'est une bonne... Attends une minute. Vite, là, rapidement, là, parce qu'on n'est pas obligé de rentrer dans la science de la chose, là, mais c'est quoi qui fait qu'un vin bouchonne? Et est-ce qu'un vin bouchonné est obligatoirement un vin avec un bouchon en liège? Oui, absolument, parce que c'est une bactérie que vous allez retrouver aussi dans le liège. Donc, c'est absolument un bouchon en liège qui doit être sur la bouteille quand vous la retirez. Fait que si c'est un bouchon en métal, c'est juste que c'est pas un bonbon. Il est pas bon, le vin, Marc. Non, mais c'est ça. J'avais déjà entendu, moi, quelqu'un qui avait dit un vin bouchonné, ça peut être aussi avec un twist cap, mais j'avais un doute. Fait que là, tu confirmes que ça prend un bouchon. T'avais un bon doute. Ouais, c'est ça. Ça fait du sens, le bouchon, bouchonné. C'est ça de même. On le répète quand même souvent aussi, les gens qui vont sentir des anomalies ou quoi que ce soit sur un vin qui a une capsule à vis, ça peut être de la réduction ou de l'oxydation. Réduction, c'est un manque d'oxygène. À l'inverse, quand c'est oxydé, c'est qu'il y a eu un contact avec l'oxygène. Donc ça peut vraiment développer des arômes particuliers aussi. Mais le liège, c'est vraiment très différent, là. Si ton bouchon de liège est déjà contaminé à la base, je rentrerai pas dans tous les détails parce que je vous jure, on va en avoir pour 4 heures. OK. Mais c'est une bactérie, grosso modo, c'est une bactérie qui est dans le liège. Oui, et en fait, qui va donner vraiment des arômes de bois moisi, de champignons, mais tu sais, du champignon très moisi. Si vous t'enlèves une planche de bois là, qui est moisie un peu, là, tu vas avoir un peu c'est le même feeling, des arômes. Ah, ça m'est déjà arrivé, moi. J'ai une autre question dans le même ordre d'idée, moi, par rapport à ça. Tu sais, des fois, tu finis la bouteille, là, puis dans le fond de ton verre, t'as plein de résidus. Ouais. Ça, c'est des résidus de raisin, quoi? C'est quoi? Oui, ben en fait, c'est le dépôt naturel aussi. Ça peut être des dépôts tartriques, ça peut être des dépôts... c'est très amer, là, ça, quand tu y goûtes, là. C'est pas très bon, Tu dis que c'est amer? Ben, ça dépend, en fait. C'est sûr que si c'est une formation de dépôt tartrique, c'est l'acide tartrique qui s'est comme déposé sur le bouchon ou dans le fond de la bouteille. Ça peut être un choc thermique. Donc ça peut arriver de temps en temps avec le transport aussi. Donc, des fois, tu peux comme juste verser ton vin, puis à la fin de la bouteille, tu vas retrouver juste un petit dépôt naturel, mais ça n'altère pas du tout le goût.
non plus. OK. Puis sinon, ben, c'est des systèmes de filtration. Ça aussi, encore une fois, c'est tellement complexe, là. Ça dépend du travail du vigneron. Puis une fois que sa fermentation puis tout va être terminé, il peut décider de faire une filtration ou non avant la mise en bouteille. Normalement, quand tu en fais moins, ou selon le procédé que tu vas utiliser, tu peux avoir un dépôt naturel qui se forme au fond de ta bouteille. Donc ça va juste comme naturellement nourrir le vin aussi. Donc c'est pas néfaste du tout. Au contraire, on en veut. On aime ça aussi. Dans le blanc, on appelle ça aussi les lies qui restent en suspension. Donc les lies, c'est les résidus puis les dépôts naturels du vin. J'ai jamais vu ça dans un blanc, par exemple. Je pensais que c'était juste dans les rouges. Non, mais les lits aussi, on parle de ça dans la bière aussi, commun, je pense. Vous allez voir. Tu sais, la mode là, des vins nature, puis tout ça, là, les vins un petit peu moins filtrés, là, vous allez en voir de plus en plus. Même la SAQ a commencé à en introduire aussi dans son réseau. Les vins oranges aussi. Ouais, là, les fameux vins oranges, ça, c'est de la macération pelliculaire. Donc, c'est comme, en fait, c'est comme un vin rouge, mais vinifié. C'est comme à l'inverse, là. En fait, tu vas conserver tes pots. Tu vas vraiment faire une macération pelliculaire pendant X nombre d'heures ou de journées, selon ce que tu recherches comme profil. Puis après ça, tu vas obtenir ta couleur. Tu retires tes pots. Puis après ça, tu peux laisser le vin vieillir aussi. Mais là, on divague encore une fois. Ouais, non, mais c'est parce que en fait, là, j'ai trouvé un sujet qui me passionnait. C'est très cool. Puis là, moi, juste, parce que tu sais, t'es gestionnaire de portefeuille, je reviens encore à ça. Tu peux-tu juste nous dire vite pendant que le vin respire dans le verre? Yes. Oui. De quoi ton quotidien est fait? Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Je suis vraiment l'intermédiaire entre le vigneron puis l'acheteur de la SAQ. Il y en a plusieurs, là. La SAQ, c'est subdivisé par catégorie, en fait, donc par pays pour la plupart. Nous, on représente en moyenne je dirais une quinzaine de producteurs. Pour la plupart, c'est France, Espagne, Italie, là, les plus gros. Là. Je ne veux pas oublier les autres, là, c'est juste que je parle des principaux. C'est ça, dans le fond, c'est de développer les produits qu'on a déjà au Québec, donc assurer qu'on a des bonnes ventes mensuelles aussi, développer le plan promotionnel aussi, parce qu'on a quand même des producteurs comme à plus grand volume aussi qui peuvent se retrouver dans les 400 succursales au Québec, même dans les SAQ dépôts aussi et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment de promouvoir toutes nos marques, nos produits, assurer que justement qu'on a une bonne commercialisation, une bonne mise en marché. Puis mon plus gros du travail aussi, c'est d'assurer justement le développement puis les opportunités d'année en année. Donc, je vais planifier les rencontres virtuel, bien sûr, depuis 2 ans, avec l'acheteur de la SAQ et le producteur de vin, puis on va négocier. Donc, c'est beaucoup de négociations aussi, c'est des participations, des appels d'offres, donc de voir comment on peut intégrer puis introduire plus de produits sur le marché avec les producteurs qu'on représente. Mais j'ai une question par rapport à ça, justement, là, parce que là, dans le fond, tu as parlé d'Italie, France, Espagne, Portugal. Est-ce que tu parles... Ben, français, oui, mais tu parles-tu portugais, espagnol, italien? Non, la question qu'il fallait pas poser. Ah, excuse. Non, mais c'est parce que ma mère est portugaise et non, la réponse est... Fait que dans le fond, c'est en anglais en général que ça se passe, j'imagine. Anglais, français. Ah ouais, ok, ouais, ben en France, ouais, mais ok. Ouais, ben la langue internationale, c'est l'anglais. C'est la même chose pour les foires commerciales aussi. C'est toujours en anglais aussi. Okay. Les Espagnols, c'est sûr que je comprends un peu l'espagnol, je comprends quelques mots en portugais. Je vais m'y mettre là, parce que c'est quand même sur ma bucket list, je dirais, là, d'apprendre ces 2 belles langues. Là, évidemment, je veux faire les 2 en même temps. Mais non, je ne parle pas portugais. OK. C'est correct, on t'en veut pas. Non, pas du tout. Nous non plus, on parle pas portugais. Non, pas du tout. Non. Ouais, c'est ça. Pas du tout. À part le français et l'anglais. Ouais, non, ben tu sais, l'espagnol, on peut faire des rapprochements un peu parce que c'est quand même une langue latine, là, fait qu'on est capable de faire des rapprochements. Là. Portugais un petit peu aussi, mais non, anglais, français. Puis moi, je veux savoir, tu sais, mettons, dans les 2 dernières années, c'est quoi que ça a changé à votre travail? Puis est-ce que l'impact a été dur? Parce que, tu sais, tantôt, on parlait des restaurateurs. J'ai l'impression, mon impression, en fait, c'est que ça a peut-être été un peu moins dur de votre côté, justement, parce que les gens n'ont pas arrêté d'acheter du vin. Ils l'ont juste pas acheté à la même place, c'est-à-dire dans les restaurants. Mais comment ça s'est passé? Il y a des restaurants qui en vendent encore, en pause. Oui, absolument, avec du take-out, là. Ils ont continué à faire ça, t'as raison. Ouais. Ben oui, ça a été, je dirais, une industrie qui a surtout été touchée au niveau de la restauration. Donc, les agences qui faisaient beaucoup d'importations privées,
que leurs clients, c'était surtout les restaurateurs, ça a été extrêmement difficile pour eux. Donc, ils ont eu quand même plusieurs produits qui sont restés à l'entrepôt de Montréal, que ça bougeait pas. Là. Ok. C'est pas des vins qui sont vendus à la SAQ parce que pendant la pandémie, ce qui est arrivé, comme vous savez, tout le monde s'est isolé, on a été confinés à l'intérieur, tout ça. Donc, la vente en ligne a explosé. Les succursales sont restées ouvertes, bien sûr, c'est resté un commerce essentiel parce que c'est une source de revenus pour le gouvernement, donc c'est resté ouvert Oui, pendant la pandémie. c'est sûr. Donc oui, c'était vraiment notre avantage. Au début de la pandémie, je travaillais pour une autre agence. T'as changé de job pendant la pandémie? Ouais, j'ai fait Ok. ça, moi. En fait, c'est drôle que tu dises ça parce que je me dis, j'ai peut-être une question de savoir est-ce que c'est genre quand t'es dans une compagnie, tu restes là tout le temps ou tu switches d'une agence à l'autre. Clairement, tu changes d'agence. Honnêtement, ça dépend vraiment de Ok. la structure de l'entreprise, comment c'est fait, tout ça. Là, j'ai changé d'agence parce qu'il y a eu comme une fusion entre deux entreprises où j'étais. Donc, j'étais plus nécessairement je me sentais plus à ma place. Donc, ça, c'est vraiment un choix personnel et professionnel aussi que j'ai pris. J'apprécie énormément tout ce que j'ai fait aussi avec eux. C'est juste que j'avais, comme on disait tantôt, j'avais besoin de nouveau. Puis j'ai approché Caroline Roy, qui est la présidente de Roy & Co. Ah, c'est toi qui as fait le move qui est allé... Ouais. Ok. Ouais. Ben, c'est elle aussi, là. Elle aussi, elle venait d'une autre agence, puis elle a démarré sa boîte. Mais il doit pas en avoir tant que ça. Dire du monde comme toi, tu sais, comme c'est une job, mettons, qui est pas très qui doit être contingentant. En fait, il doit pas avoir tant de monde que ça là-dedans. Mais mon poste à moi, il est assez particulier. Je dirais, il n'y en a pas une tonne ici au Québec parce que moi, je suis vraiment comme de l'autre côté de la vente. Là. Je suis vraiment plus au niveau de la mise en marché, tout ce qui est relationnel avec le vigneron puis les acheteurs. Tandis que les représentants sont beaucoup plus fréquents ici au Québec. Tu vas les voir se promener sur la route aussi, développer, vendre leurs produits, tout ça. Okay. Donc, je dirais que... Mais il y a quand même pas loin de 300, même plus d'agences enregistrées ici au Québec. Aïe, aïe! 300? Aïe, ok, moi, dans ma tête, il y en avait genre 10 max. Là. Ouais, je sais, c'est fou, hein? Ouais, okay. Mais c'est ça, il y en a des minuscules aussi qui importent juste quelques produits pour le puis les vignerons, ils switchent-tu, tu sais, comme ça se vole-tu des... Ça se vole des clients. Un petit peu de temps en temps. C'est sûr, ça doit être un peu rats un peu là, quand même. Ouais, ben c'est ça fait partie un peu de la game là. Ça dépend aussi des valeurs de l'entreprise, ça dépend un peu, c'est quoi ta philosophie de compagnie. Donc on en voit là, c'est vraiment très commun. Il y en a qui nous ont suivis aussi, puis ça fait partie un peu du métier des agences de vin aussi. On est des entreprises au privé, nous autres, mais ça reste que eux, ils vendent auprès de la SAQ. Mais ils sont libres de faire un peu ce qu'ils veulent, les vignerons. Hein. Ils peuvent être représentés par qui ils veulent. Eux, tant qu'ils ont un agent pour vendre puis sortir leur stock. Ils sont obligés. En fait, Magasin, ils sont obligés d'avoir une agence. Ils peuvent pas se représenter eux-mêmes nécessairement parce qu'ils sont trop loin. Ils pourraient, là, mais ils doivent quand même passer par un agent. Puis c'est quand même très complexe. Là, mais ils doivent vendre partout dans le monde, eux, anyway. Oui, ben c'est ça. Il y en a plusieurs qui font affaire avec tellement de marchés différents, tellement de pays. Mais tout le monde veut être au Québec. T'sais, on parlait tantôt, il y a des avantages ou non avec la SAQ, mais oui, il y a des avantages du monopole parce que tout le monde veut être ici. C'est un gros marché, ça roule. On a une clientèle. On le dit souvent aussi que les Québécois, on a le sang européen là, très présent ici. Donc, on est des bons consommateurs de vin. Puis l'Europe veut être présent au Québec aussi. Donc, on a cet avantage-là aussi. Ça aurait-tu été possible un modèle, tu sais, puis je parle ça arrivera sûrement jamais, là, mais est-ce que ça aurait été possible un modèle que ça soit pas gouvernemental, mettons la SAQ, que ça soit plusieurs distributeurs dans le fond. Comme aux États-Unis. Ben oui, les Total Wine de ce monde aux États-Unis, tout ça. Est-ce que LCBO, ça marche de la même façon quand ça... LCBO, c'est comme nous. C'est comme la SAQ. C'est quasiment pareil. Mais c'est moins cher là-bas. Leur majoration est un petit peu plus basse sur les vins et tout ça, mais il n'y a pas une grosse différence. Mais je te dirais deux choses, puis c'est eux autres en plus, ils vendent la bière là-bas. Ouais, ils sont très forts. Mais ils en vendent aussi à SAQ. Ouais, mais la bière, si tu veux l'acheter de la bière à l'extérieur du Québec, là, tu peux pas acheter ça à l'épicerie comme tu achètes ça d'habitude, tu achètes ça à la LCBO.
Ouais, OK, c'est vrai. leur réseau raison. passe Ouais. justement par les magasins. Puis moi, je trouve ça que va la essayer. LCBO, pour elle, leur choix de vin est beaucoup moins intéressant que ce qu'il y Non, a à c'est la ça. Tu SAQ. sais, Là. l'avantage du OK. Québec, c'est que tous les micros peuvent vendre dans toutes les Ouais, micro-épiceries aussi. Ça, c'est cool. vraiment. Moi, Mais, puis juste savoir, tu sais, vous faites, parce que là, clairement, vous faites des spiritueux aussi, on l'a su tantôt, parce ouais. que vous, est-ce que c'est vous êtes obligé de le quantifier? Est-ce que c'est plus payant à représenter du vin ou plus payant à représenter des spiritueux? Ouais, c'est vraiment une question de volume, je te dirais. C'est sûr que des spiritueux, oui, les coûts à la caisse sont un petit peu plus élevés. Vous connaissez les prix des Ouais, gins ouais, ouais. québécois au Eh Québec, boy, là. oui. Mais en même temps, je ferai pas le volume d'un vin en produit courant à la SAQ. Tu sais, ça varie, là. Si tu regardes comme notre portefeuille, c'est un producteur français, les Domaines Paul-Mart, c'est eux avec qui on fait le plus grand volume ici au Québec en ce moment. OK. Tu sais, on dirait, c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que depuis 2-3 ans, là, il y a vraiment un intérêt marqué pour le gin. Qu'est-ce qui explique ça? Ben, il y a eu un engouement, en fait, avec la création puis l'ouverture des distilleries, donc le fait de pouvoir distiller ici même au Québec, donc c'est au début, ça fait pas si longtemps, là, on parle de quelques années seulement, là, donc auparavant, c'était pas possible non plus de distiller, c'était pas possible de faire nos propres alcools non plus, donc là, il y a eu un gros boom aussi à ce niveau-là. Je me rappelle pas c'est laquelle la première distillerie là, qui a commencé à vendre à la SAQ. Là, je pourrais pas vous répondre pour ça. Mais c'est un peu le même phénomène aussi que les microbrasseries. Donc, on en voit pousser et naître pratiquement à chaque semaine aussi. Donc, Puis, c'est vraiment beau de voir ça aussi parce qu'il y a même pas 20 ans. il y a des beaux produits, là. Ben oui, il y a même pas 20 ans, on était loin derrière, là. Puis on avait très peu de produits exclusifs même de notre terroir aussi. Là, c'est rendu qu'on parle d'aromates qui viennent de chez nous pour la distillation, des bières réutilisées pour la distillation aussi, des alcools neutres. Il y a vraiment un virage très intéressant aussi à ce niveau-là. Puis c'est des bons produits, mais sauf que, parce que, corrige-moi si je me trompe, là, mais une distillerie qui produit du gin à cause des alambics et tout est en voie de faire peut-être potentiellement du scotch éventuellement dans les mêmes installations. Ouais, ben en fait, non, ils ne pourront pas utiliser le mot scotch parce que c'est C'est une désigné appellation. à l'Écosse OK, seulement. ouais, une appellation Whisky, d'Irlande, mais mettons whisky québécois, Ouais, mais il mettons. n'y a pas Circa qui fait ça déjà. Hein? Oui, ben, la distillerie de 769 le fait aussi. Là. Il y a déjà des whiskies barriqués, des trucs comme ça, donc à base de grains du Canada, même du Québec aussi, de l'orge, peu importe. Parce que j'en ai Donc, eu ça un se gin, fait moi, très déjà. tourbé, là, l'autre fois, le Oushkabé, là, qui est un gin tourbé. J'ai vraiment été surpris parce que ça goûtait carrément un scotch. Moi, je les aime tourbés, fumés, etc. Ça goûtait carrément un genre de Lagavulin ou un truc comme ça. Ouais, Là. avec la tourbe, là. Ouais, vraiment. Là. Mais c'est quoi le nom, t'as dit? Le C'est celui Oushkabé. de... Oushkabé, ouais. Ah, Gin, ça s'appelle, c'est écrit gin tourbé dessus. Puis il y a vraiment des dépôts dedans, là, tu le vois, il est incroyable. Ouais, non, je serais curieuse de voir c'est quoi leur procédé un peu. Ouais, moi aussi, en fait. Puis moi, tu sais, avant qu'on... ça fait déjà 1 heure qu'on se parle. Ben oui, mais c'est ça. Mais, tu parles d'alcool, tu peux... Non, je le sais. Mais, moi, avant de poursuivre dans la dégustation, tout ça, ma dernière question que j'aurais, c'est... Tu sais, on a-tu du bon vin au Québec? Oh, Oui. une bonne question, ça. Absolument. OK. On en a tellement du bon que des fois, il faut que je me calme dans mes achats. OK, à ce point-là. Puis, mais est-ce que je me trompe encore une fois où le vin est meilleur, le blanc au Québec? Non, je suis pas d'accord. Ah ouais, OK, cool. Non, j'ai souvent cette question-là. Pourquoi blanc? Pourquoi t'as dit ça? Parce que mon impression, puisque j'ai entendu, puis je veux dire, j'ai eu du monde autour de moi que, tu sais, Mélanie travaille pour des agences, mais j'ai du monde autour de moi aussi qui ont travaillé dans des vignobles du Québec que je connais. Puis de l'aveu même de gens qui travaillent dans les vignobles du Québec, clairement, on a beaucoup plus le climat ici pour faire des bons vins blancs que de faire des bons vins rouges. OK. Parce que ça prend beaucoup plus de soleil pour un vin rouge, c'est ça?
C'est pas nécessairement juste une question de soleil, c'est vraiment une question de climat. Donc, on est dans un climat nordique au Québec. Donc, c'est sûr que la viticulture est très différente, mettons qu'un climat méditerranéen, un climat continental aussi, que tu retrouves très souvent aussi en Europe ou quoi que ce soit. Un climat nordique, ça fait que oui, ta période d'ensoleillement est plus raccourcie aussi, mais tu as des hivers très difficiles, très rudes aussi. Donc, tu as besoin des cépages qui vont bien s'adapter ou tu as besoin de couverture. Ok, désolé tout le monde, je pense qu'on a eu une petite interruption. Le micro de Tristan a fait une interruption, donc ça a coupé un petit peu. On reconnecte maintenant et puis Mélanie, tu peux reprendre sur l'idée que tu parlais juste avant que ça coupe. Là. Désolé pour ça. Bon, où est-ce que j'étais rendue? Là? Je me suis emballée encore une fois. J'étais rendue dans la viticulture québécoise. Ouais, Donc, exact. ben oui, c'est ça. C'est tellement intéressant ce qui se passe ici au Québec. Puis, en fait, j'ai changé d'agence, d'ailleurs, pour me rapprocher de la route des vins du Québec dans les cantons de l'Est. Ça, j'ai oublié de le préciser tantôt aussi, là, parce que là, j'ai un télétravail temps plein à domicile, donc ce qui me permet d'avoir vraiment plus de latitude puis de flexibilité. Et je me suis installée ici justement pour explorer un peu la viticulture québécoise. Donc, tu sais, je parlais du vignoble de la Bauge, qui est à 5 minutes de chez moi. J'ai fait la rencontre de Simon No, qui est le viticulteur de deuxième génération, un homme exceptionnel. J'ai eu la chance de travailler pas trop longtemps avec lui à l'été 2020. J'y vais encore de temps en temps leur donner un petit coup de main. Je l'appelle le gourou du vin. Si jamais il entend ça, il va bien rire, mais c'est vraiment un mentor. Son savoir-faire est exceptionnel. Puis puis pour revenir à la question de Tristan aussi, ils sont en train justement de faire des essais sur des hybrides, des Vitis vinifera. Vitis vinifera, c'est des cépages plus traditionnels, pas traditionnels, mais internationaux, là, qu'on trouve le Cabernet Sauvignon, Sauvignon blanc, Pinot noir. Donc, c'est des variétés qui sont plantées un peu partout dans le monde. Mais c'est sûr qu'ici, on a un climat nordique, c'est super important à préciser aussi, contrairement à des climats plus méditerranéens, continentaux ou quoi que ce soit qui sont plus en Europe. Donc, un climat nordique, ça fait en sorte que tes saisons sont très différentes. Tes vignes sont plus propices à des périodes de froid aussi. Tu as besoin de plus de protection hivernale aussi sur tes variétés qui sont plus à risque. C'est quand même un travail très exigeant, mais tellement passionnant, tellement beau, puis c'est incroyable tout ce qui est en train de se faire ici au Québec. Puis moi, je fais juste louanger les viticulteurs ici dernièrement. Je suis vraiment... ça m'intrigue beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sûr que j'aimerais m'impliquer davantage. Ouais. Très nice. Puis les rouges, on fait de très, très bons rouges. C'est vraiment une façon de travailler. Tu fais de la macération carbonique, des macérations à froid. Ça dépend de tes variétés. Tu as des hybrides qui sont très teinturiers aussi, qui vont te donner une bonne matière, une bonne coloration, puis une bonne matière tannique. C'est sûr que tu as beaucoup d'acidité parce qu'on est dans un climat nordique, période d'ensoleillement un peu plus réduite comparé à d'autres pays. On peut pas se comparer à un pays où il fait chaud 200 ans. Non, c'est clair, là, c'est clair. Ouais, non, c'est clair. Mais ça fait partie de notre profil aromatique puis notre identité québécoise. Donc, c'est ça, c'est le métier du sommelier puis des experts en vin puis des spécialistes d'expliquer c'est quoi les terroirs, le profil aromatique du vin québécois, puis c'est vraiment une autre approche. C'est une autre viticulture. Fait que là, vu qu'on parle de vin rouge québécois, ben on va goûter un vin rouge espagnol, hein? Parce que... on retourne encore. Mais là, un petit peu de chaleur quand même, c'est pour ça que j'ai choisi ça. ça. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi. S'il vous plaît, là, mois de février, les blues de l'hiver, on peut-tu passer à autre chose? C'est ce qu'on disait tantôt. On pensait qu'avec la pluie qu'il y avait eu, ça allait tout faire fondre puis qu'on était rendu au printemps. Et non, on n'est pas là. Mais pour revenir à Espelt, ben, c'est le nom c'est un domaine familial, c'est leur nom de famille. Ouais. C'est Anna Espelt de la 8e génération, qui a repris le domaine après ses études en agriculture bio. Donc, c'est elle qui a tout transformé, justement, la culture au domaine. Donc, sur cette cuvée-là, on a 25 hectares de plantation en grenache et carignan. On est à 70% de grenache, 30% de carignan. Sur le site de la SAQ, ça dit qu'il est comme 2,5 grammes de sucre, là, mais il est vraiment plus sec que ça. C'est juste des fois, la mise à jour, elle se fait pas automatiquement. Okay. On est en bas d'1 gramme de sucre, là. C'est ultra sec. C'est que du fruit.
C'est 4 mois en cuve inox sur les lits. Les lits, on en a parlé tantôt, c'est vraiment le dépôt qui va se former naturellement. On va les laisser en suspension aussi un peu pour donner un peu de caractère, un peu de gras au vin. Par contre, il n'y a aucun élevage en bois. L'objectif ici, c'est vraiment un vin de soif sur la cerise, Cool. la réglisse, le poivre. C'est gorgé de soleil. Marc-Antoine m'a entendu, j'en ai reversé parce que j'avais été cheap tantôt ce que j'avais versé parce que je voulais le déguster, mais il commence à faire noir, je peux en mettre plus dans mon verre pour le déguster. J'ai pas goûté encore pour vrai. Il est bon, moi, depuis tantôt, je le sirote. Il y a comme un... Je suis pas bien bon pour décrire des vins. Là, non, mais c'est bon, allez-y, parce que c'est sûr que vous allez vous laisser influencer par mes paroles, mais en même temps, vous devez quand même détecter les arômes primaires au nez aussi. C'est toujours intéressant d'avoir... c'est sûr qu'après un martini puis une bière, des fois, c'est pas, mais... Il sent la saumure d'olive. Non, je pense qu'on est pas à bonne place. Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est ça, c'est le côté plus... tu sais qu'une fois que t'as pris une gorgée, ça te laisse un peu... C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais ça te laisse une impression de sécheresse en bouche. Là. Ouais. Tu sais, comme son comme... Je sais pas comment ça s'appelle, ça, mais... c'est ça le tanin, c'est ça qui fait que ça... C'est un peu comme à chaque fois que je décris ça à quelqu'un qui connaît pas les tanins, c'est quand tu fais infuser une poche de thé trop longtemps, t'as la même sensation sur le bout de la langue aussi, là, tu sais, t'as une sensation de sécheresse un peu. Donc ça vient de la peau, de la rafle, puis parfois du pépin si on conserve le pépin à la presse. Fait que dans le fond, j'aime vraiment les vins qui ont du tanin. Okay. Parce que moi, ça me parle vraiment. Le vin espagnol comme ça, là, moi, j'adore ça. Là, c'est merveilleux. Moi, je trouve, en tout cas, ça sent les fruits rouges, là. J'ai le goût de dire les cerises, confits, je sais pas trop, là. Puis rapidement, là, 2020, c'est quand même important de parler de millésime sur du vin aussi. Oui. Ça a été une année avec une très, très grande pluviométrie, ce qui est atypique dans la région. Donc, beaucoup de pluie, contrairement aux années précédentes. Donc, ce qui fait que ça a créé quand même beaucoup d'humidité aussi sur les vignes. Puis, cette région-là, ce qui est particulier, c'est, vous irez voir après, c'est situé où exactement, là, sont entourés de 3 parcs naturels qui sont protégés. Puis, ils ont un vent naturel, la tramontane qui vient du nord-ouest puis qui traverse les Pyrénées. C'est hallucinant, comme quand tu vas sur place, tu sens cette bourrasque de vent-là aussi. Donc, tu peux t'imaginer un peu ce que ça peut faire à la viticulture puis aux vignes. Donc, ça a des avantages puis des désavantages. Quand c'est en pleine croissance au printemps, ça peut fragiliser un peu le plant. Tandis qu'à l'inverse, s'il y a trop de pluie puis qu'il y a du mildiou, mildiou, c'est comme un genre de champignon là, qui peut se développer, le vent, il va faire en sorte que ça va sécher puis que ça va éviter justement cette moisissure-là, puis cet excès d'humidité-là. Fait que c'est vraiment la beauté de la région puis du climat. Puis c'est pour ça que je parle toujours du climat quand je parle de vin, parce que c'est le climat et le terroir. Là, ça change de ça. Mais ça change tout. Là. Puis tu comprends mieux aussi le profil aromatique après. Donc, il est très bon. Ouais, je l'aime bien. Puis ce qui est le fun, c'est que t'es pas obligé de boire la bouteille au complet. Il est très bon le lendemain aussi. Puis, oui, puis à 14,5, je te dirais que c'est peut-être pas une bonne idée de le boire tout seul non plus d'une shot. Non, je vais peut-être aller au souper, moi peut-être en amener un petit verre. Il y a une sommelière super connue, elle a fait les chroniques dans la presse, Véronique Rivet, on en a parlé une semaine ou deux environ, puis elle disait justement tout aussi bon le lendemain, même après son ouverture. Fait que c'est rare, des fois, il y a des vins qui peuvent être plus fragiles à l'oxydation. Ouais. C'est pas nécessairement un ajout de sulfite supplémentaire là, ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste comme la composition puis la façon que le vin est fait aussi. Puis, il est dans l'agriculture bio aussi, donc le moins d'intrants possible. Très cool, ça c'est bien aussi. Je vais me le rappeler parce que, comme je disais tantôt, moi, maintenant, depuis que l'histoire de l'espace cellier puis de l'espace régulier, je vais que dans l'espace cellier. Mais des fois, c'est vrai qu'il y en a encore des bons pareils. Avant, j'avais tout le temps l'espace régulier, mais... lui, il est comme entre les deux. Là. Il y a produit courant qui est à grand volume. Après, tu as les approvisionnements continus qui sont entre une spécialité puis un produit à plus grand volume. Puis après, tu as les produits spécialités par lot qui sont dans les espaces celliers. Donc, celui-là, il est entre les deux. Donc, on essaie de le travailler puis d'en avoir un petit peu partout. On est dans 165 magasins, je pense, en ce moment. Très cool. Fait que, c'est pour ça qu'il est quand même accessible. Puis, vraiment. Je pense qu'il était 15$. Les journalistes en parlent tout le 15$. temps, puis ils disent rapport qualité-prix, c'est dur à battre. Là, je vais le renommer pour les... L'Espelt. Espelt. Mais je vais aller dire pour ceux qui veulent aller à la SAQ de Saint-Bruno.
Wow, belle info pub. 15 en ligne, là, Vous pouvez utiliser le code de promo Marc-Antoine 10 pour avoir un rabais à la caisse. un petit rabais à la caisse. Puis sans l'eau, ça veut dire, si jamais vous posez la question, là, c'est sa composition géologique de son sol. En fait, c'est des sols de granit décomposé. Donc, quand tu vas vraiment visiter Espelle, c'est très typique de la région aussi. C'est du granit décomposé. Donc, c'est le nom de la cuvée en catalan. Wow. T'es allé là-bas, toi, dans le fond, si je comprends bien. Je suis allée à Barcelone, mais j'ai pas eu la chance d'aller les voir. Ah, ok. Quel dommage, j'ai manqué de temps. T'es à Barcelone quand même, c'est quand même pas super. Ben, c'est Quand ça. on pourra revoyager. Ça se prend bien. J'ai vu la Sagrada Familia, puis je suis tombée à terre. Okay. Nice. Très cool. Yes. Wow. Hey, Je pense on aurait pu faire 8 jours de podcast, je pense. Non, mais toi, c'est non, ça, là. on pourra te réinviter sur d'autres sujets. Ouais. Ouais, ben là, c'est sûr que si c'est du hockey, les Olympiques... Non, on parle pas de ça. Non, mais non, j'aime vraiment. Écoute, c'est un très cool. Là. Un sujet alcoolisé, moi, ça me parle toujours. Une petite faiblesse pour Marc-Antoine là-dessus. Pas un bon ambassadeur du 28 jours, moi. Non, puis tu vas finir ça avec une crème de menthe. Ouais, c'est ça, il va falloir effectivement que, Wow. que je m'y mette. On pourra faire un épisode sur la crème de menthe. Ouais. Est-ce que c'est pour les vieux ou pas? Oui, c'est Un ça. martini à la crème de menthe, là. Ah, non. Non, merci. Et que, je sais pas, Tristan, avais-tu d'autres choses encore? T'avais-tu d'autres questions? Ah non, mais oui, non, écoute, j'ai tellement de... Là, je déguste le vin, puis mais oui, tu sais, man, on te réinvitera, ça fait 2 invités de suite, là, qu'on se dit qu'on pourrait... Ouais, qu'on se dit on pourrait faire deux J'ai pas écouté épisodes. votre dernier podcast, là, Ouais. j'ai écouté. Ouais. Écoute, on verra comment on pourrait être invité, c'est tellement... c'est passionnant, en fait, là, c'est un beau, Ben, c'est un beau des domaine. petites capsules vin, c'est toujours Ouais. agréable. On pourrait faire quelque chose comme ça. Ouais. Un petit vin pas québécois la prochaine fois. Ouais, c'est Oui. ça. Ouais, Ça, mais on pourrait parler de produits Ouais. Ouais, on pourrait faire de quoi là-dessus. Ça pourrait être le fun. Ah, c'est beau ce qui se passe au Québec, là. Ah ouais. Oh, oui. That's it. Fait que, ben écoute, est-ce que toi, dans le fond, il y a des gens qui peuvent te contacter? Veux-tu qu'on mette tes coordonnées ou dans le fond, toi, c'est pas... Ou de votre agence, s'ils veulent passer par vous pour acheter Ouais. des vins, comme on parlait tantôt, c'est-tu quelque chose de faisable? Ou, Oui, ben tu sais, c'est sûr que ce qu'on a dégusté ce soir, c'est accessible dans les succursales de la SAQ. Tu sais, ils sont pas obligés de passer par nous. C'est ce qu'on fait normalement, tu sais, comme même quand on présente des émissions de télé, tout ça, le consommateur, il a l'habitude juste d'aller voir sur SAQ.com. On peut mettre le lien. Moi, je mettrais le lien de la page SAQ. Parfait. Ouais. Puis peut-être identifier le producteur, l'agence. Ben, il y a un site web, en fait, en arrière, le Spelt Viticultures. Ouais, la contre-étiquette est vraiment est à changer, là, mais ouais, il est là. Mais sinon, leur étiquette est très beau. Hein. Moi, je trouve ça Ouais. magnifique ce qu'ils ont fait. Ouais, Ouais, moi c'est aussi, je trouve ça... En fait, moi, marketing. là. mais en fait, j'ai comme été, ben, je suis pas déçu parce qu'il est vraiment bon, mais je me suis dit, ah, nice, on goûte quelque chose que personne va jamais goûter. Mais non, il y en a 15 à Saint-Bruno. Parce que je trouvais l'étiquette vraiment nice. Bon. Mais c'est Ouais, mais tu sais quoi, Marc, tu sais quoi faire pour que personne d'autre y goûte? Là, Va vider ce qu'il y a à Marc-Antoine, Saint-Bruno. hein. Saint-Bruno, c'est parce que t'habites là, c'est quoi Ouais. cette obsession avec Ben oui, c'est Saint-Bruno? ça. C'est parce que je suis native de Saint-Bruno aussi, là. Ah, Fait ok, que bon, ben, j'ai tu toujours vois, un fait petit que- penchant pour Saint-Bruno aussi. Ben, c'est ça. Même si je suis Fait rendue qu'effe- dans les cantons. Effectivement, j'habite à Saint-Bruno, c'est pour ça que j'ai nommé la sac de Saint-Bruno. C'est ma sac de prédilection. Avec le conseiller André Viola. Je sais pas si sûrement que tu l'as déjà vu, à moins qu'il soit retraité. je sais pas, il se nomme pas quand je les Moi, j'ai rencontre. travaillé avec. Il se nomme pas, c'est ça. C'est là que j'ai travaillé pendant 3 ans, quand Ah, je conseillais Tristan. Ouais, exact. ah, mais c'est vrai, Il y a belle lurette. on est tous passés par Saint-Bruno. Tu vois, Saint-Bruno, c'est une ville... T'as pas le choix, c'est un parcours obligatoire, Saint-Bruno. Fait que, ben, Crème, cool, merci pour vrai. Merci infiniment, Mélanie, c'est Mel. vraiment un très cool Hey. épisode. On n'a Merci pas à vraiment vous. parlé de business comme tel, mais comme un peu Ah, quand ouais. même, mais c'était parfait. C'était vraiment... On est allé vraiment. Mais en fait, ça pourrait être ça. La prochaine fois, on pourrait Les parler de la business du vin puis de l'alcool. Ouais. Hein, tu sais, ça pourrait être cool. Un bel angle Ouais. à prendre. Certainement. Ouais. Ben écoutez, ça me fait grand plaisir, puis bonne fin de dégustation. Hey, Merci. merci beaucoup. Merci beaucoup. Délicieux. Puis essayez de ne pas prendre d'autres martinis d'ici la fin de la soirée. Non, 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 ça va être beau, c'est- ça va être on correct. est quand- Là, là-dessus, je vais dire, on est quand même juste lundi. Ouais, mais Ça a on pas est l'affaire de lundi, 28 mais jours.
vous allez le diffuser jeudi ou vendredi. Fait que dans ma tête, c'est Exactement. comme si on était déjà à la fin de semaine. Ah ouais, Ah j'avoue. ouais. Effectivement. Fait que Ouais. rendu là, je peux pas te promettre qu'il y aura pas un martinet de but d'ici là. Ouais, ça, c'est dur à promettre. Là. Mais C'est c'est ça. bon, tu suis, Mélanie. C'est parfait, ça. C'est excellent. Fait bon. que là-dessus, Tristan, as-tu un petit mot de la fin? Ah, écoute, j'en ai plusieurs, mais je vais aller avec crème de menthe. Parce que c'est important. Effectivement, Aïe, aïe. ça sera essayé. Fait que sur ce beau mot délicieux, crème de menthe, on va vous souhaiter des bonnes dégustations de vin, le Espelt entre autres, des bons martinis, bons 5 à 7, puis on va se dire à la semaine prochaine. Merci Mélanie et bonne soirée. Merci, bonne à vous semaine. deux. Bonne soirée.